Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet joyeux. Nous allons parler de la libération sexuelle. Comment ne pas être joyeux devant une libération? Et comment ne pas être encore plus heureux quand elle concerne cette dimension fondamentale de notre vie? Et pourtant, il me semble que certains d'entre vous haussent les épaules en disant « encore du sexe, on va encore nous parler de ce sexe qui est partout ». Mais c'est bien vrai qu'il est partout le sexe. Vous sortez dans la rue, vous regardez les affiches et vous voyez, sur 24 mètres carrés, une marque de voiture japonaise qui vous présente son nouveau modèle. La voiture est au centre, un peu dans un coin, tel une sorte de monstre mystérieux. Et dans l'autre coin, vous voyez une main masculine tenant un trousseau de clés de contact et y tremblote. Il est écrit, c'est le slogan, « C'est normal d'être un peu nerveux la première fois ». Alors ça pose toutes sortes de questions, n'est-ce pas? Les voitures sont-elles des femmes? Les femmes sont-elles des voitures? Faut-il supposer que seuls les garçons ont peur la première fois? Je ne sais pas. Toujours est-il que le sexe est là, sur 24 mètres carrés, sur le mur. Et il y a beaucoup de raisons de dire qu'on parle trop du sexe. Les uns, par exemple, diront « le sexe, c'est une banalité, le sexe, ce n'est ni plus ni moins compliqué que de boire ou de manger, pourquoi t'en en parler ?» D'autres diront « pourquoi parler de sexe encore? Nous avons fait mai 68, en mai 68 a eu lieu la révolution sexuelle. Donc puisque la révolution a eu lieu, nous sommes libérés, à quoi bon nous attarder encore à en parler ?» Je voudrais répondre, si vous pensez, dans ce sens-là, que peut-être parler du sexe, ce n'est pas forcément libérer sa sexualité. Que le sexe, ce n'est pas le tout de la sexualité. Et d'autre part, je pense que cette libération, qui est certainement en marche, elle est peut-être seulement en marche et à mi-chemin, et pas tout à fait achevée. Ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est vrai que nous revenons de loin. Nous revenons de l'ère du tabou, nous revenons de l'ère de la répression. Je n'ai pas besoin, je crois, de le démontrer longuement, mais entre 1550 et 1950, la sexualité en Occident a passé un fort mauvais quart d'heure, un quart d'heure de 4 siècles. Quelques exemples. Un peu loin de nous, peut-être, les Victoriens, fin 19e, vous allez chez un antiquaire à Londres et vous découvrez une table dont les pieds ont des chaussettes. Oui, des chaussettes. Ce sont de petits sacs en tissu fermés par une coulisse. Si vous êtes naïf, vous direz « Oh, c'est pour ne pas abîmer le pied de ce meuble ». En réalité, c'était pour masquer les pieds des meubles, car voir le pied du meuble aurait pu faire penser au pied du corps humain, et par là à tout le corps humain, donc à la sexualité, ce qui évidemment était impensable. À la même époque, en Autriche, Stefan Zweig nous raconte qu'un garçon pouvait découvrir que sa femme était bossue seulement le lendemain de son mariage, car jusque-là, il n'avait pu se faire la cour que dans un canapé, mais non pas accueillant comme celui-ci, un canapé avec, entre eux, une duègne, une grand-mère qui les surveillait. Plus près de nous. Quand j'étais en réto, quand je terminais mes humanités, circulaient autour du collège 2 brochures. L'une bleue disait « Adolescent, qui es-tu » L'autre rose disait « Adolescente, qui es-tu » Alors devinez, nous autres grands gaillards de 18 ans, quelle brochure nous intéressait? La rose, évidemment. Eh bien non, c'était la bleue qui nous était permise. Plus proche encore, je me souviens, au début de ma carrière, d'avoir un jour reçu une jeune femme qui rentrait de voyage de noces dans un état psychologique absolument indescriptible. Ou si on veut le décrire, il faudrait recourir au manuel « La grande crise hystérique à la Charcot ». Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que cette jeune femme n'avait jamais eu d'éducation sexuelle, que la veille de son mariage, sa mère l'avait convoquée et lui avait dit « Voilà,
les femmes n'ont pas de plaisir, les hommes, eux, en ont, et ils veulent que les femmes en aient aussi. Donc il faudra qu'au moment voulu, tu fasses semblant d'avoir du plaisir. Maintenant, tu peux aller. Vous rendez-vous compte? Cette jeune femme devait simuler un plaisir qu'elle ne connaissait pas, un plaisir qu'elle n'aurait jamais, et à un moment voulu, non identifié, comment, dans un tel faisceau de contraintes, son cœur, ses émotions, n'auraient-elles pas éclaté? Et cela se passait il y a moins de 15 ans. Finalement, dans quelle conception de la sexualité s'intègre ce tabou, s'intègre cet ensemble immense d'interdits? Eh bien, c'est dans une conception extraordinairement réductrice, réduite de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que la sexualité? La sexualité, c'est le corps. Quoi dans le corps? Les organes génitaux. Les organes génitaux, dans quelles circonstances? Uniquement dans le rapport sexuel. Dans le rapport sexuel, pour quoi faire? Pour faire des enfants. Voilà grosso modo la série d'équations qui définissaient la sexualité. Avouez qu'il y a là une réduction épouvantable. Avouez que cela ne peut conduire qu'à la lassitude. Balzac n'est pas un poète, et sa formule n'est pas très poétique. Mais quand il dit « le même plat réchauffé servi tous les soirs », avouez que dans ces conditions-là, c'est un peu vrai. Aujourd'hui, les apparences ont complètement changé. On peut aller vite, il suffit, je l'ai déjà dit, de regarder autour de soi. Le sexe est partout. Apparemment, on peut tout dire, on peut tout faire. Il n'y a d'autre limite que sa fantaisie personnelle. Et les exemples se trouvent dans tous les domaines. J'avoue que j'ai été considérablement surpris lorsque mon fils est rentré de l'école maternelle en me demandant ce que ça signifiait PD sexuel, car on avait utilisé cette expression dans la cour de récréation de l'école maternelle. Je ne suis pas sûr qu'à 18 ans, moi j'aurais pu identifier ce dont il s'agissait. Quand notre langage, mais il est truffé d'expressions sexuelles, autrefois nos grands-mères disaient zut ou pardi. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus volontiers, dans la même circonstance, un mot qui forme une rime riche avec butin. La publicité, j'ai déjà parlé de cette publicité qui fait rapport au premier, c'est bien le cas de le dire, rapport sexuel, mais le fondement, la base de la publicité est l'exploitation de la sexualité. Je ne parlerai pas de ces médias où, par exemple, on voit sur la même chaîne de télévision défiler à la suite 3 séries qui ont toutes pour sujet plus ou moins précis ou plus ou moins vague des amours dans lesquels on vit une sexualité cool avec les hommes de la plage ou, dans le cas d'Hélène, avec les garçons. On me parlera aussi de la précocité. C'est vrai que, comme disent les sociologues, les jeunes retardent de moins en moins le début de leur vie sexuelle active. Mais est-ce que tout cela suffit à établir qu'il y a une libération sexuelle? Ce n'est pas sûr. Je voudrais vous inviter à réfléchir à un sujet peut-être surprenant qui est le monokini. Vous savez qu'il y a eu une évolution très considérable du maillot de bain. Nos arrière-grand-mères portaient des robes complètes pour aller dans la mer à Ostende, puis on est passé au maillot 1 pièce, puis au maillot 2 pièces dit bikini, et aujourd'hui nous en sommes au monokini, à la mode des seins nus. Certains s'exclament « Voyez comme nous sommes libérés, nous pouvons nous promener dans la tenue qui nous plaît. C'est à l'évidence que nous acceptons notre corps tel qu'il est. » Eh bien, je vous dirais le contraire. Je vous dirais que si on peut se promener quasiment nu, voire tout nu, parce qu'il y a aussi le no-kini, n'est-ce pas? Se promener quasiment nu, sans qu'il ne se passe rien chez les voisins, sans que se déclenchent des orgies, des bacchanales, ou que sais-je encore, c'est la preuve que nous avons tellement bien intériorisé les interdits que, effectivement, nous pouvons nous permettre n'importe quelle tenue.
Libération, apparence de libération, réfléchissons mieux. En fait, dans la libération sexuelle, l'élément le plus fondamental, le plus intéressant, le plus décisif, le plus tonique, c'est une redécouverte du sens profond de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas un petit acte honteux à côté de l'existence. La sexualité, ce n'est pas le simple coït. Mon Dieu, qu'ils sont malheureux, les gens qui réduisent la sexualité au coït et encore plus à l'orgasme. Il faut pour le faire être victorien ou sexologue américain. Non, la sexualité, c'est ce grand désir d'aimer et d'être aimé qui est la force fondamentale, la source d'énergie fondamentale de notre vie. Au fond de nous, il y a ce désir. Ce désir, c'est évidemment un désir de plaisir. Mais il y a cette chose extraordinaire chez l'être humain, que le plus grand plaisir, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est cela que nous avons redécouvert, que la sexualité est une dimension de la vie, que la sexualité est un moteur, sinon le moteur de l'existence, dans ce sens-là. Oui, nous sommes à la recherche du plaisir, mais comme le plaisir, pour l'homme le plus grand, est celui de la rencontre, eh bien ce désir qui nous meut est un désir d'aimer et d'être aimé, du plaisir d'aimer et d'être aimé. Alors, comme nous sommes des êtres complexes, comme nous sommes des êtres physiques, comme nous sommes des êtres psychologiques, comme nous sommes des êtres sociaux, comme nous sommes des êtres spirituels qui avons besoin d'un sens à notre vie, eh bien ce grand désir d'aimer et d'être aimé, il se joue sur tous ces plans-là. Pour prendre un exemple simple, quand on rentre à la maison et que l'un de nos enfants, s'il est petit, adolescent c'est plus douteux, l'un de nos enfants se jette dans nos bras, mais il est évident que nous ressentons du plaisir, il est évident que notre enfant ressent du plaisir, il est certain que cela a un rapport avec la sexualité, et il est tout aussi certain que ça n'a rien d'incestueux, et que la personne qui éprouve du plaisir n'est pas pédophile. Ce grand désir d'aimer et d'être aimé, qui dynamise notre vie, un jour, il va se polariser sur une personne, le partenaire, et ce sera le couple. Et de nouveau, la relation du couple, elle se joue sur les différents plans de notre réalité humaine. Dans la relation du couple, il est question de sens, et c'est du spirituel, il est question d'émotion, et c'est du psychologique, il est question de relation avec les autres, et c'est du social, il est question aussi du corps, du physique, et là, c'est ce qu'on appelle la sexualité physique. Mais encore une fois, cette sexualité physique est infiniment plus large que le seul rapport sexuel. La sexualité physique d'un couple, c'est toute son intimité physique. Et vous savez bien qu'entre regarder la télévision assis au debout de la pièce, ou regarder la télévision en se tenant par la main, l'un à côté de l'autre, sur le même canapé, encore une fois, mais cette fois-ci accueillant, ça fait une différence. Vous me direz que j'évacue, que j'annule apparemment le fait de faire l'amour, le rapport sexuel, pas du tout, mais simplement, dans ce grand cadre qui est le grand désir d'aimer et d'être aimé, la sexualité au sens large, puis dans ce cadre plus restreint du couple, où le désir d'aimer et d'être aimé s'exprime entre deux personnes de manière étroite et intense, le fait de faire l'amour, ce sera, selon la formule que j'utilise avec mes étudiants, ce sera dire « je t'aime » avec son corps. Ce qui suppose évidemment qu'on ait un « je t'aime » à dire, et ce qui suppose qu'on puisse le dire avec son corps. Ce dernier point n'est pas très évident, étant donné le peu de cas que nous autres faisons du corps et de tous les moyens d'expression, de tout le langage de ce corps. Voilà la redécouverte profonde, riche et dynamisante qui marque certainement une libération sexuelle. Et pourtant, il reste une ambiguïté. Cette libération n'est pas, comme disent les spécialistes, univoque. Elle n'est pas toute claire, elle n'est pas toute faite. Parlons d'abord des tabous.
il reste des tabous. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'un jour la sexualité pourra se vivre sans tabou. C'est trop important la sexualité, c'est trop profond pour ne pas avoir besoin de certaines zones d'ombre. Mais il y a les tabous utiles et il y a les tabous gênants, les tabous ridicules. Tenez par exemple, nous autres occidentaux avons placé un tabou, mais absolument écrasant, sur les odeurs qui émanent du corps. Et nous allons de pharmacie en parfumerie acheter des déodorants. Dans le même temps, des spécialistes australiens, japonais et américains montrent que dans l'attirance sexuelle, les odeurs jouent un rôle fondamental. C'est là un tabou gênant et un tabou, avouons-le, un peu ridicule. Ce n'est pas le seul problème. Qui dit libération sexuelle dit que la sexualité sort des mains de ceux qui jusque-là la censuraient, disons les moralistes si vous voulez. Eh bien, il s'est produit un phénomène très étrange. C'est que la sexualité n'était pas plutôt sortie des mains de ces censeurs moralistes qu'elle a été reprise en main et recensurée par ceux que j'appelle les médico-psychosexologues. Alors, que nous disent-ils, eux ? Ils ne nous parlent plus comme les moralistes. Ils ne nous disent pas la sexualité est quelque chose de sale, il ne faut pas s'en approcher. Non, ils auraient plutôt tendance, eux, à nous dire la sexualité est une chose tellement merveilleuse, tellement extraordinaire, elle exige de telles compétences techniques que seule une toute petite minorité peut y parvenir. Il faut tout de même là que je vous donne l'un ou l'autre exemple. Voici quelques années est apparue une encyclopédie par fascicule qui s'appelle Harmonie du couple et qui était sous-titrée pour de meilleures relations amoureuses. Je n'ai jamais trouvé dans les 94 numéros de l'encyclopédie qu'il soit question de l'amour, mais j'ai trouvé par contre 94 positions différentes possibles dans le rapport sexuel. Et l'une d'elles vaut de l'or. Il s'agit de faire l'amour debout dans la salle de bain, où l'on nous indique dans le coin supérieur de la photo que la douce intimité de la salle de bain pousse aux ébats amoureux, pour avoir dans le coin inférieur gauche la mise en garde sévère. Attention toutefois à cette position toujours risquée, veillez à ce que les points d'appui soient solidement ancrés dans le mur et que le tapis de bain, quel lapsus, que le tapis de bain ne soit pas glissant. Autre exemple, voulez-vous ? Un livre qui fait fortune, apparemment, puisqu'il s'appelle « Le couple et l'amour » et le bandeau de couverture indique 800 000 exemplaires vendus. Ce livre qui fait fortune affirme à la page 16 que l'homme et la femme sont égaux devant le plaisir. Et puis à la page 24, on lit ceci, vous permettrez de vous faire la lecture. La femme arrivant moins vite à l'orgasme risque, si le coït est trop bref pour elle, de rester insatisfaite avec un partenaire alors incapable de poursuivre l'acte amoureux. Mais si celui-ci, l'homme évidemment, a été assez habile pour, écoutez bien, par un prélude bien conduit, amener la femme à un degré d'excitation tel qu'elle sera un peu en avance, il lui sera ensuite facile de la rejoindre, il aura la joie de vivre plusieurs orgasmes de sa partenaire, avant d'atteindre lui-même le plaisir ultime qu'ils pourront, d'ailleurs, s'ils le souhaitent, éprouver simultanément. N'êtes-vous pas terrorisé ? Imaginez que vous êtes un garçon ou une fille de 15 ans, que vous n'avez pas reçu d'éducation sexuelle bien précise, et vous lisez ceci. Alors la fille s'entend dire qu'elle arrive plus difficilement au plaisir que le garçon. Mais 5 lignes plus loin, elle est censée éprouver plusieurs orgasmes, une femme normale est pluriorgasmique, plusieurs orgasmes, alors qu'elle y arrive difficilement. Comment vais-je faire ? Se demande la pauvre fille. Quant au garçon, il paraît qu'il arrive plus vite au plaisir que la fille, et voici qu'on lui demande d'attendre qu'elle ait éprouvé plusieurs orgasmes avant qu'il puisse enfin éprouver avec elle le plaisir au même moment. Ça, c'est le mythe subtil et superbe de l'orgasme simultané. N'est-ce pas ? Si vous n'avez pas un orgasme simultané, vous n'êtes pas libéré sur le plan sexuel, alors que nous savons tous que l'orgasme simultané, c'est une affaire d'une heureuse chance et que cela arrive, dans le meilleur des cas, de temps en temps. Reprise en main de la sexualité par
les médico-psychosexologues, désormais, il faut, en matière sexuelle, accomplir des performances. Un Suisse a même proposé récemment que l'on porte un badge au revers qui indiquerait le niveau de capacité sexuelle de chacun. Je ne sais pas très bien comment il entendait le mesurer, mais enfin, si vous étiez très capable sur le plan sexuel, vous aviez un badge bleu, un peu moins capable, rouge, etc. Refaire de la sexualité une performance technique, c'est la rendre aussi difficile que lorsqu'il fallait transgresser un tabou moral. Je ne parlerai pas longuement de la faillite de l'éducation sexuelle. Dans la foulée de mai 68, on a tenté, avec beaucoup de générosité, toute une série d'expériences peu réfléchies en éducation sexuelle. Elles ont évidemment raté. Et les censeurs nous disent aujourd'hui, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'éducation sexuelle. On a essayé, ça n'a pas marché. Dans le contexte où c'était fait, lorsqu'on fait débarquer, par exemple, un gynécologue femme au beau milieu d'un cours de français pour expliquer 12 méthodes de contraception, ce n'est pas étonnant qu'on ait tout oublié avant même la fin du cours. Et puis, il y a cette menace du sida. Cette menace du sida qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. On ne fera jamais suffisamment de prévention intelligente par rapport à cette maladie. Mais que n'a-t-on pas dit aussi d'inadéquat par rapport à elle? Un récent colloque disait « le sida, en parler moins, en parler mieux ». Je crois qu'en tout cas, il faudrait éviter de dire que le seul remède au sida, c'est de s'abstenir de la sexualité. Il faudrait aussi éviter l'inverse, de dire que le seul remède ou la seule manière de contourner le sida, c'est le préservatif. Et une fois qu'on a un préservatif, faisons n'importe quoi. Comme disait un slogan d'Antenne 2 à l'époque, le préservatif préserve de tout, sauf de l'amour. L'ambiguïté, elle est là. L'ambiguïté, c'est que nous avons redécouvert la force, la richesse de ce grand désir d'aimer et d'être aimé qui est en nous, qui fait que la sexualité n'est jamais lassante, parce qu'elle est toujours inventive comme la vie. Mais d'un autre côté, c'est remis en place une répression qui nous dit que, comme auparavant, la sexualité est difficile et dangereuse, et que par conséquent, elle est réservée à certains, dans certains cas, d'une certaine manière. Alors qu'allons-nous faire? Allons-nous nous satisfaire de la situation présente? Allons-nous laisser ceux qui veulent reprendre notre sexualité en main, allons-nous les laisser faire? Allons-nous nous contenter d'une demi-libération sexuelle? Ou bien allons-nous aller à l'essentiel, au grand désir d'aimer et d'être aimé, et repartant de là, allons-nous essayer de mener à bien la libération? Une libération qui sera libération du désir d'aimer et d'être aimé, y compris dans ses aspects physiques, mais qui ne sera pas ni faire n'importe quoi, ni se lancer à l'assaut de pyramides de performances techniques. Dans la sexualité, il est question d'amour. Dans le sexe, hélas, à lui tout seul, il n'est souvent question que d'une jouissance un peu triste. Merci.